qui nécessitent une formation au moins de quelques mois. Mais la difficulté qu'on a trouvée, c'est d'essayer de synthétiser toutes ces idées dans une heure. Donc, on va synthétiser d'une façon globale. Donc, au préalable, il est important de rappeler que la mise en place de ce le cadre budgétaire à moyen terme s'inscrit dans le cadre de la nouvelle loi de finances qui a été promulguée par la loi 1815. Donc, en effet, en Algérie a engagé un chantier de la réforme du système budgétaire et comptable de l'État appelé modernisation des systèmes budgétaires, le MSB, qui vise, comme on l'a dit dans l'introduction, le passage ou l'adoption du budget par performance, et sa substance est contenue dans la loi organique 1815 du 2 septembre 2018 relative aux lois de finances. Donc, pour cette raison et pour bien comprendre le sujet, on a décidé d'avoir, pour une première partie, d'expliquer d'une façon générale le contenu et les éléments importants de cette loi. Donc, une présentation sommaire de la nouvelle loi organique du 18-15 du 2 septembre 2019 relative aux lois de finances, expliquant le cadre général ayant consacré l'instauration du cadre des dépenses à moyen terme. Ainsi, cette partie traite du contour général de cette réforme. On va voir dans une première partie les facteurs ayant présidé à cette réforme et les principaux changements et nouveautés apportées à la gestion budgétaire actuelle. Donc, la LOF consacre le passage d'une gestion axée sur les moyens à une gestion axée sur des objectifs et sur la performance. Donc, la nouvelle LOLF est considérée comme la nouvelle constitution financière de l'État et l'un des leviers de la réforme de l'État d'une façon générale. Donc, le système actuel la loi 84-17. Donc, on va traiter premièrement les facteurs ayant dicté les autorités à faire changer la loi 84-17. Pourquoi? Parce que cette loi, l'actuel système budgétaire, il a atteint ses limites. On a trouvé qu'il comporte plusieurs défaillances, plusieurs limites. Donc, le contrôle de l'efficacité de la dépense publique est lacunaire, elle n'est pas détaillée, donc elle est vraiment générale. Donc, les gestionnaires ne sont pas aujourd'hui tenus un compte rendu mettant en évidence les résultats obtenus au regard des moyens mobilisés, mais généralement, on présente l'exécution du budget par l'exposé des taux de consommation des crédits alloués uniquement. On ne s'intéresse pas à l'exécution effective des actions prévues par un budget prévisionnel axé sur une stratégie, des objectifs et des indicateurs. Mais plutôt, le gestionnaire, on lui accorde un budget sur la base des crédits distribués sur la base de la nature de la dépense, et à la fin, il y a une exécution par rapport à des crédits par nature et pas par destination. Le deuxième point, c'est que cette réforme est rendue nécessaire. Donc, elle constitue le levier le plus important de la réforme de l'État. Deuxième point, c'est que c'est un système qui est adopté au niveau international par plusieurs pays, par la majorité des pays. Ils sont passés vers ce nouveau système. Même les pays voisins de l'Afrique du Nord, la Tunisie, le Maroc, ils ont déjà adopté ce système. Troisièmement, cette réforme constitue une bonne réponse aux multitudes d'attentes au niveau du Parlement, du citoyen et de l'administration. Au niveau du Parlement, le Parlement il va obtenir une plus grande visibilité du budget avec une transparence sur son exécution. Il aura une visibilité plus claire par rapport à ce qui existe aujourd'hui. Et deuxième point,
le Parlement peut agir sur les moyens dotés aux politiques publiques. Concernant le citoyen, il va connaître, il aura plus de détails pour connaître la destination de son argent. Donc, il aura des informations à quelle fin est utilisé l'argent du contribuable. Et l'administration, elle va essayer de répondre à ses besoins. Concernant l'administration, elle va disposer des moyens, des outils permettant d'avoir donc, la jeunesse de cette réforme, c'est que l'État, il va agir comme étant un agent économique privé. Donc, il aura des objectifs, il aura un plan de charge, il aura des indicateurs de performance. Donc, cette transposition directe du secteur privé vers l'État, tout en adoptant par rapport à spécificité. Donc, cette adoption directe du privé avec la prise en charge d'une certaine adaptation au contexte, parce que le contexte de l'État, il diffère du contexte du privé. Mais la gestion publique, elle s'inspire des règles générales du privé et c'est pour cela qu'on trouve dans cette LOLF beaucoup d'éléments qu'on retrouve dans le contrôle de gestion des entreprises et du secteur économique, à l'image de la définition des objectifs, la détermination des indicateurs de performance, l'évaluation des politiques publiques, la flexibilité de la gestion publique et la transparence, et j'en passe d'autres éléments très importants dans cette nouvelle loi. Concernant le premier élément, on a traité quelles sont les limites atteintes par l'ancienne loi, la 84-17. Le deuxième facteur de cette réforme, c'est que cette réforme a introduit des changements par rapport au système existant et a apporté des nouveautés. Le budget traduit donc en fait la mise en œuvre des politiques publiques. On parle maintenant de la mise en œuvre des politiques publiques. Le deuxième point, c'est le pilotage par la performance. Cette loi aussi, elle a donné plus de liberté aux gestionnaires, mais comme elle a fixé comme corollaire à cette liberté une plus grande responsabilité de ce gestionnaire. Certes, on lui donne plus de liberté, mais en même temps, à la fin, il doit rendre compte au Parlement de ce qu'il a fait ou exécuté aux moyens qu'on lui a donnés au début. Il y a un troisième élément, c'est l'assouplissement des contraintes du gestionnaire par le biais justement de ce qu'on appelle la globalisation des crédits. Avant, on votait les crédits dans le cadre de la loi 84-17, on votait les crédits par nature. Donc, le gestionnaire était tenu d'exécuter les chapitres comptables, les chapitres budgétaires par nature de la dépense. Ce n'est plus maintenant. Donc, il n'est pas tenu de respecter les chapitres à la lettre, mais il y a une certaine globalisation des crédits. On lui donne un portefeuille général et c'est à lui de faire les arbitrages entre les crédits selon ses besoins et le contexte de gestion et les obstacles qu'il rencontre sur le terrain. Donc, il aura une certaine liberté d'agir sur l'enveloppe que l'État lui accorde par rapport à ses objectifs et par rapport à ses moyens, à son personnel, aux indicateurs de gestion qu'il déterminera au fur et à mesure de sa gestion. Il y a un autre élément, les autres nouveautés de ce système, c'est qu'il y aura une réforme de la comptabilité de l'État. Donc, le système actuel, on dispose qu'une comptabilité publique, comptabilité de ce qu'on appelle une comptabilité de caisse, basée sur les recettes et les dépenses. Maintenant, on aura trois comptabilités. Une comptabilité budgétaire de caisse, elle est maintenue, et à laquelle on rajoute une comptabilité générale, c'est-à-dire une comptabilité basée sur les droits constatés. On constate les créances, les dettes,
et en même temps, on suit le patrimoine de l'État. Donc, l'État, il est considéré comme étant un agent économique, comme une entreprise, à son tableau de compte de résultats, ses charges, ses produits. Et à la fin, il a un résultat bénéficiaire ou déficitaire. Et la troisième comptabilité, il y a une comptabilité, le premier noyau de la comptabilité analytique, ce qu'on appelle la comptabilité d'analyse des coûts. Donc, l'État aura un outil très performant qui lui permette de déterminer quel sera le coût des actions et des programmes qu'elle entreprend dans le cadre de la gestion budgétaire. Et le dernier point, c'est que cette programmation, à la différence de la programmation actuelle qui est annuelle, uniquement annuelle, on passe à une programmation budgétaire pluriannuelle, généralement sur 3 années. Donc, on aura une certaine visibilité par rapport au budget actuel qui est uniquement une vision parcellaire. Elle est annuelle, uniquement annuelle. Maintenant, on passe à un budget pluriannuel, généralement 3 années. Ça, c'est la première partie concernant la LOF. Donc, si vous avez des questions, non? Hein? Vous avez des questions? Hein? Je ne sais pas s'il y a des questions sur la première partie concernant le cadre général de la LOF. Avant d'entrer dans le détail de le cadrage des dépenses à moyen terme. Il n'y a pas de réaction. Quand même. D'accord. Donc, on entame la deuxième partie. C'est l'outil, c'est le vif du sujet de notre intervention. C'est le cadre des dépenses à moyen terme. Un cadrage budgétaire à moyen terme de 3 années, donc il contribue à la concrétisation des politiques publiques dont la mise en œuvre est basée sur le principe de gestion, comme on l'a spécifié à l'introduction, axé sur le résultat à partir des objectifs précis définis en fonction des finalités d'intérêt général et faisant l'objet d'une évaluation. La LOF a institué un instrument de programmation budgétaire pluriannuel appelé le cadre budgétaire à moyen terme. Non. Ouais. Donc, cet outil a été institué par l'article 5 de la LOLF qui stipule un cadrage budgétaire à moyen terme est arrêté chaque année par le gouvernement sur proposition du ministre chargé des Finances au début de la procédure de préparation des lois de finances. Donc, il détermine pour l'année à venir ainsi que les 2 années suivantes. Donc, c'est un cadrage pluriannuel pour 3 années, les prévisions de recettes, de dépenses et du solde du budget de l'État ainsi que le cas échéant, l'endettement de l'État. Ce cadrage budgétaire à moyen terme peut être réajusté au cours de la préparation du budget de la finance de l'année. Donc, c'est un cadrage pluriannuel de 3 années. Généralement, on le réajuste par rapport aux résultats de la gestion de la première année. On réajuste la deuxième année et la troisième année. La préparation et l'adoption de l'exécution du budget de l'État doivent s'inscrire dans un objectif de soutenabilité. Donc, c'est une nouvelle règle qui est instaurée par la LOLF. C'est la règle de la soutenabilité du budget de l'État. Donc, on voit si on peut réaliser les objectifs tracés au début dans le plan stratégique par rapport aux moyens dont dispose l'État. Donc, soutenabilité prévue par le cadre budgétaire à moyen terme. Les modalités de conception de l'élaboration du cadrage budgétaire à moyen terme sont fixées par voie réglementaire. Donc, il y aura ce cadre réglementaire, il est promulgué
par le décret exécutif 20-335 du 22/11/2020. Donc, il y a un nouveau texte qui a défini ce cadrage budgétaire à moyen terme, qui comporte 15 articles. Donc, il donne quelques éléments, mais dans le détail, il va être encore précisé par l'analyse ministérielle. De la lecture de cet article, il ressort que le principal but de ce cadrage est la recherche de la soutenabilité. Premièrement, c'est la recherche de la soutenabilité budgétaire. Ainsi, en plus de la programmation pluriannuelle, qui constitue l'un des éléments de la garantie de la soutenabilité et de la viabilité budgétaire, d'autres règles qui ont été édictées par la LOLF poursuivent le même objectif. Il s'agit d'autres principes, donc à l'image de la soutenabilité, il y a d'autres principes, on va les citer. Il y a le principe de la maîtrise de l'évolution des dépenses, notamment de fonctionnement. Ainsi, la LOLF prévoit de manière explicite que les dépenses de fonctionnement doivent en priorité être couvertes par des ressources ordinaires. Le taux de couverture est fixé par la loi de finances. Donc, la loi de finances, elle va définir un taux de couverture des dépenses de fonctionnement par les ressources ordinaires, pas par les ressources du pétrole. Non. Donc, il y a l'autre principe, c'est le principe de maîtrise du niveau d'engagement de l'État et des disponibilités financières et de trésorerie. Pour cela, il a été prévu que les lois de programmation d'orientation sectorielle et les programmes et plans d'action du gouvernement dont le financement est prévu par le budget de l'État doivent s'inscrire dans le cadre budgétaire à moyen terme. Ils ne peuvent être exécutés que dans la limite des crédits budgétaires autorisés par les lois de finances, ce qui stipule l'article 10 de cette loi. L'autre principe, c'est que tout projet de texte à caractère législatif ou réglementaire susceptible d'avoir une incidence directe ou indirecte sur le budget de l'État ou pouvant présenter un risque budgétaire doit être soumis à l'accord du Premier ministre pris sur avis du ministre chargé des Finances. L'article 11 de la loi 1815. Maintenant, on va définir le CDMT. On a pris une définition de la Banque mondiale qui le définit comme étant une enveloppe financière globale fixée au sommet, c'est-à-dire au niveau de l'État, au niveau global, par les services centraux, des discussions à la base desquelles l'estimation des coûts présents et à moyen terme des options de la politique publique, et enfin un processus d'ajustement des coûts et des ressources disponibles. Le CBMT, il est, une petite parenthèse, le CBMT, il est défini aussi par le texte, le décret exécutif 20-335, il est défini comme étant un outil de programmation triennale, c'est-à-dire de 3 années, glissant, donc il peut être réajusté au bout de la 2e année, la 3e année, de grands agrégats budgétaires. Il est porté dans un document qui relate pour l'année considérée ainsi pour les 2 années suivantes, en fonction notamment d'un cadrage macroéconomique et de la situation financière du Trésor, les prévisions de recettes, de dépenses et le solde résultant du budget de l'État, ainsi que le cas échéant, l'endettement de l'État. Et après, il y a d'autres articles qui définissent ces objectifs, comment on l'élabore, etc. C'est le texte qui le définit. Ainsi, on peut résumer les éléments constituant cette définition. Donc, c'est un processus de décision itératif. Avant, le budget il était défini au niveau central et on l'impose d'une façon verticale, du sommet vers le bas, du haut vers le bas, au service gestionnaire. Maintenant, non. Il y aura un débat d'orientation budgétaire au début et il y aura une discussion avec les gestionnaires. Donc, c'est une décision itérative. Il y aura un arbitrage qui se fait, mais en même temps, avec l'instauration d'un débat budgétaire où tous les acteurs qui ont un rôle à jouer dans ce système à débattre les objectifs et les indicateurs de ce système. Il permet aussi de fixer la contrainte macroéconomique. Il permet de planifier les politiques sectorielles et s'inscrit dans une logique de gestion orientée sur le résultat et il fait référence à la planification stratégique, à la notion de programme et à l'autonomie de décision du gestionnaire.
Le cadre à moyen terme replace donc les choix politiques dans le contexte des ressources disponibles à moyen terme. Ils mettent les programmes en concurrence pour leur financement et garantissent que les décisions soient adéquates. Ils forment des allocations hiérarchisées de ressources et d'emplois compatibles avec la stabilité macroéconomique et certaines priorités stratégiques explicites. Ils constituent des instruments de décision sur les ressources et les emplois à moyen terme, 3 années. Donc, en fait, ce cadre joue un rôle du lien entre les choix stratégiques du gouvernement, les politiques ministérielles et les lois des finances. Donc, il y aura un chaînage vertueux entre le plan stratégique tracé par l'État et la déclinaison de sa stratégie au niveau sectoriel qui doit s'inscrire dans une stratégie globale de l'État. Donc, il y aura un budget qui répond à des besoins, qui aura des objectifs tracés au préalable et il va définir les moyens attribués pour la mise en œuvre de ces objectifs. Et à la fin, il y aura un compte rendu concernant cette mise en œuvre à travers l'étude et l'évaluation des indicateurs de performance définis d'une façon limitée. Il y aura quelques batteries d'indicateurs et des indicateurs quantifiables, précis et clairs. Donc, le Parlement, il aura à jouer un rôle de contrôleur sur la base des éléments précis et clairs. Donc, on a mis un tableau pour bien comprendre ce qu'a apporté le CDMT par rapport au système actuel. On a fait un tableau comparatif entre les deux systèmes. Donc, le CDMT, il a une perspective pluriannuelle, alors que le système actuel, il est purement annuel. Le CDMT, il se base sur un budget de programme, alors que le budget actuel, c'est un budget de moyens. Le CDMT, il se base, il s'appuie sur une gestion axée sur la performance, alors que le système actuel, c'est une gestion axée sur les moyens, uniquement les moyens. Le CDMT assure un lien entre les priorités nationales, les objectifs ministériels et les ressources disponibles de l'État. Donc, il va nous éviter de tomber dans les déficits budgétaires et les impasses budgétaires qu'on connaît maintenant. Donc, on ne peut pas attribuer un budget si on n'a pas les grands agrégats de l'État et les ressources disponibles dont dispose l'État pour définir un budget exécutable et réalisable sur le terrain. Et ça sera un instrument, le CDMT, c'est un instrument de programmation, de planification et de budgétisation et de mesures d'efficacité budgétaire. Quels sont ses objectifs, son utilité et ses avantages? Donc, l'idée du CDMT est venue principalement pour combler les écarts fréquents constatés entre les politiques de développement et la traduction budgétaire, car il constitue un instrument pour gérer la tension entre les objectifs et les contraintes budgétaires. Donc, le CDMT est un instrument de programmation, de planification et de budgétisation à moyen terme, glissante, c'est-à-dire sur 3 années, il donne lieu à un réajustement au bout de la 2e année selon le contexte de gestion et il permet de placer la gestion budgétaire dans une perspective pluriannuelle. Donc, le CDMT vise, quels sont ses objectifs? Il vise à renforcer la pérennité des politiques publiques en s'assurant de la compatibilité de leur impact budgétaire futur avec les possibilités financières de l'État et le cadre macroéconomique. Il accroît l'efficacité des ressources budgétaires en renforçant le lien entre les stratégies sectorielles et le budget annuel. Il améliore aussi les conditions de préparation de la loi de finances et renforce l'efficacité des arbitrages intersectoriels. Quels sont les éléments composant le CDMT? Généralement, il y a le CDMT global. On l'appelle le CBMT, le cadrage budgétaire à moyen terme. Certains pays l'appellent le CDMT global. Il y a le CDMT ministériel et l'arbitrage entre les deux en prenant en considération les choix
selon les priorités nationales et les ressources disponibles. Donc, quelles sont les étapes de l'élaboration de ce cadre? C'est en première étape, on identifie les contraintes macroéconomiques et on détermine les capacités et les ressources dont dispose l'État sur la base d'une note d'orientation qui est élaborée par le ministère des Finances à travers le Premier ministre, bien sûr. Comment, si les estimations faites au niveau macroéconomique s'appuient sur ce qu'on appelle au niveau de la comptabilité nationale, le tableau des opérations financières de l'État, qui détermine tous les agrégats de l'État, le PIB, le solde de trésor, le solde de l'importation, l'exportation, les réserves de change et ainsi de suite. La deuxième étape, c'est l'élaboration des projets de CDMT sectoriels par les ministères. Chaque ministère élabore son propre cadre de dépenses à moyen terme. Donc, dans ce cadre, il formule les stratégies ministérielles sur la base des stratégies ministérielles qui est déclinée en programme et sous-programme et en action même. Et il estime ses besoins par rapport à ces programmes pour une période de 3 années. La troisième étape, c'est la révision, la consolidation des CDMT sectoriels et on élabore le CDMT global. Donc, il y aura une discussion au niveau du ministère des Finances et les différents portefeuilles ministériels. Ils auront des discussions avec le ministère des Finances pour l'arbitrage entre les différentes stratégies déclinées par les ministères. Enfin, on le finalise et on élabore le CDMT global qui est présenté au Conseil du gouvernement consacré au projet de loi de finances de l'année, pour les 3 années. Donc, concernant le CDMT global, dans une première étape, il s'agit de procéder notamment à l'amélioration des outils de prévision de toutes les recettes de l'État de politique de l'État en tenant compte des implications, c'est le changement éventuel de la politique fiscale. Le deuxième point, c'est le développement des outils pour conduire des analyses fines des modifications des politiques avec des liens explicites avec les procédures pratiques d'allocation budgétaire. Et le troisième point, c'est la construction de liens appropriés entre les dépenses d'investissement et les dépenses répétitives et récurrentes. On établit un registre des dettes éventuelles et on prépare les indicateurs macroéconomiques et les prévisions budgétaires conformément à la méthodologie de programmation utilisée à l'échelle internationale. Dans la deuxième étape, il y a eu de définir le CDMT global, comprenant les dépenses totales, qu'elles soient d'investissement. Donc, on aura une répartition globale. On n'entre pas dans les détails. Donc, il y aura les grands agrégats du budget, on les définit dans cette étape. Il y aura les dépenses de fonctionnement, les dépenses d'investissement et les dépenses de transfert en intégrant la contrainte financière. Le cadre de dépenses à moyen terme devra présenter les enveloppes budgétaires, la stratégie du ministère des Finances avec ses objectifs et les indicateurs macroéconomiques des secteurs réels, finances publiques, monétaires, extérieures. La troisième étape, elle interviendra pour finaliser le CDMT global. Donc, celui-ci sera utilisé comme document d'appui à la préparation du projet de loi de finances. Concernant les plans stratégiques ministériels, donc chaque ministère doit préparer son plan stratégique à moyen terme qui présente une vision claire de son secteur, définissant un ensemble de buts et d'objectifs, ainsi que les moyens à mettre en place pour les atteindre. Donc, ce plan stratégique servira de base pour la préparation du CDMT ministériel. Donc, concernant le CDMT ministériel, il décline la stratégie ministérielle sous forme d'enveloppe financière à affecter au programme, sous-programme et activités à moyen terme du secteur d'intervention du ministère. Le CDMT est un parfait outil d'aide à la décision au niveau du ministère. Comment on élabore maintenant la méthodologie générale d'élaboration des CDMT au niveau d'un ministère? Et donc, ce cadrage, il détaille par programme les dépenses dans la limite des plafonds alloués par le CDMT global ou
le texte algérien il parle du cadre budgétaire à moyen terme défini au niveau du gouvernement. Le CDMT global répartit les dépenses totales donc provenant du tableau des opérations financières de l'État selon leur destination. Ces dernières se trouveront ventilées par secteur, par ministère et par programme dans les CDMT sectoriels. Donc, le CDMT sectoriel sont élaborés en aval du CDMT global par les ministères sectoriels. On l'a vu tout à l'heure. Donc, les programmes et actions constituent la nomenclature du budget du programme d'un ministère, traduisent en fait les documents de stratégie élaborés préalablement par le ministère. Les documents de stratégie doivent être adaptés pour qu'ils soient en mesure d'être traduits dans un document budgétaire tel que le CDMT sectoriel. En d'autres termes, s'ils sont budgétisables. S'ils ne le sont pas, faut-il le refaire ou compléter comment? Les critères d'une stratégie budgétisable peuvent être recherchés dans les caractéristiques d'un CDMT sectoriel. Donc, les stratégies sont souvent présentées selon un vocabulaire pragmatique différent de celui du CDMT sectoriel. On ne va pas entrer dans les détails. On ne va pas entrer dans les détails parce que c'est un peu technique. On doit en parler parce que ça va être défini par la suite. Donc, les critères d'élaboration de la stratégie sectorielle par le ministère obéit à certains critères, on va les définir. Donc, la stratégie elle est subdivisée en programmes et actions. Son plan d'action subdivise les actions en activités. Donc, il y aura un programme, une stratégie globale de l'État, gouvernement. Donc, chaque ministère définit son propre programme. Le programme est décliné en sous-programme. Le sous-programme il est décliné en activité ou en action. Le deuxième critère, c'est que la stratégie et son plan d'action sont exhaustifs dans un premier sens. Il inclut aussi, aussi bien les activités opérationnelles que les activités support. C'est-à-dire que les critères de la définition du budget sectoriel il se base sur la définition au préalable. Quelles sont les fonctions support, c'est-à-dire la fonction financière, la fonction ressources humaines. C'est des fonctions répétitives dans tous les ministères. Donc, il aura les mêmes indicateurs, les mêmes objectifs. Mais en même temps, chaque stratégie ministérielle obéit aux fonctions métiers. Chaque ministère a son propre activité. Il doit définir ses axes du plan stratégique par rapport à son activité spécifique. Donc, la santé, ça sera la santé. Il y aura une activité spécifique par rapport à l'industrie, par rapport au logement, donc chaque secteur, il aura son propre critère de définition de la stratégie. Le critère numéro 3, la stratégie et son plan d'action doivent inclure le tendanciel ainsi que les mesures nouvelles. Donc, généralement, on inclut dans la stratégie sectorielle du ministère quelles sont les tendances générales. Donc, on va les décliner en projet, elles sont connues, donc les tendances générales, mais en même temps, chaque fois, chaque budget, s'il y a des nouveautés, de nouveaux axes de stratégie, on doit les inclure dans le nouveau budget. Donc, la prise en charge des tendances générales, des activités répétitives et récurrentes du secteur, on va les prendre en charge. En même temps, on va introduire au fur et à mesure des nouveaux axes du métier qui seront introduits dans le budget au fur et à mesure de leur introduction. Le critère numéro 4, c'est que les services en charge des programmes et éventuellement des actions sont identifiés. On identifie les personnes ou les structures qui seront chargées de mettre en place ces actions. Le critère numéro 5, le calcul des coûts du plan d'action est effectué selon une méthodologie commune diffusée par le ministère des Finances. Concernant le critère numéro 6, c'est les activités du plan d'action sont priorisées. Il y aura une priorisation des actions entre elles parce que le budget, il obéit à une certaine contrainte budgétaire. Donc, l'enveloppe, elle est attribuée au préalable par le gouvernement. Donc, le plan stratégique ministériel, il doit s'inscrire dans ce plafond. Il ne doit pas le dépasser.
les conditions de mise en œuvre. Hein? On a donné, à titre d'exemple, à la fin, un modèle schématique du projet annuel de performance de 2020 du ministère de la Santé de Tunisien. En Algérie, dans la LOF algérienne, on ne parle pas de PAP, on parle de RPP, le rapport de planification, de performance et de planification. Donc, mais c'est le même rapport. C'est la dénomination qui diffère uniquement. Donc, à titre d'exemple illustratif, elle présente les programmes de la mission de santé en Tunisie. Elle comprend 4 programmes, 77 sous-programmes, 17 activités, dont 10 objectifs et 11 indicateurs de performance. Et cette stratégie du ministère de la Santé tunisienne dispose de 29 acteurs publics qui contribuent à sa mise en œuvre. Les 4 programmes sont le programme numéro 1, soins de santé de base, le deuxième programme, les services de santé hospitaliers, le troisième, c'est la recherche universitaire et les services hospitaliers. Et présente le budget du programme par nature. Donc, il y aura une nomenclature à double entrée. Il y aura un suivi. Dans la nouvelle LOLF, il y aura un double suivi. On suit les crédits par nature, c'est-à-dire par la nature de la dépense, et en même temps par destination, c'est-à-dire par objectif. Donc, chaque programme est décliné en dépenses de rémunération, fonctionnement, intervention, investissement et en action. Maintenant, on va l'état des lieux. L'état des lieux de la mise en œuvre de la LOLF en Algérie. De prime abord, cette LOLF s'inscrit dans le cadre du chantier très large concernant la réforme des finances publiques. Aussi, ce passage à cette nouvelle gestion doit être soutenu par l'élaboration des systèmes d'information. Pour le lancement de la mise en œuvre effective de la LOLF à compter de 2023, donc, il y a eu une mission du ministère des Finances. Ils ont fait un diagnostic et on a synthétisé la mission, les conclusions de cette mission, on les a synthétisées. Donc, il y avait des actions qui ont été lancées, qui ont été réalisées en totalité ou en partie. Et en même temps, il y a des actions qui sont déclinées dans une feuille de route et qui vont être exécutées, mises en œuvre d'ici la mise en place qui est définie en 2023. Donc, pour la première partie, quelles sont les actions réalisées? Donc, la première, c'est les actions réalisées en cours de réalisation. Donc, des progrès ont été accomplis. Il s'agit notamment de la création de la première maquette. Ils ont déjà créé une maquette, mais elle n'est pas définitive. Elle est en train d'être revue. Donc, la liste des programmes et sous-programmes est proche d'être finalisée. Elle a été transmise au Parlement pour information lors des discussions du projet de loi de finances initiale de 2021. Donc, le Parlement dispose de cette maquette. Cette maquette comprend 34 portefeuilles ministériels, 118 programmes selon une approche organisationnelle en cohérence avec la structuration ministérielle. Deuxième action, c'est dans le cadre de l'amélioration de la lisibilité budgétaire. Donc, il a été procédé au toilettage, des comptes d'affectation spéciale. Donc, il y avait beaucoup de comptes d'affectation spéciale qui n'obéissent pas aux règles générales du budget, donc un peu spéciales, et qui ne sont pas en adéquation avec les règles générales de la LOLF. Donc, on a essayé d'éviter qu'il y ait beaucoup de comptes, et ce qui diminue la lisibilité budgétaire. Donc, il y a eu la suppression de beaucoup de comptes d'affectation spéciale. Une autre action, il y a des actions qui ont été entreprises dans le cadre de la démarche de performance, c'est-à-dire on a déterminé des objectifs, des indicateurs. Ce chantier est en voie de finalisation. Ces objectifs et indicateurs doivent être clairs, en nombre limité et documentés. Les leviers d'action
doivent être facilement identifiables. Mais il a été relevé que le chaînage, c'est-à-dire l'articulation entre les objectifs et les indicateurs avec la stratégie en amont et la définition des leviers et des indicateurs en aval n'est pas encore parachevée. Donc, il doit s'inscrire.
Salam. Ah, c'est bon. On s'excuse pour la technique. Donc, on continue. Donc, le format des documents budgétaires commence à émerger. On a défini un rapport sur les priorités de la planification. La rédaction du LPE a concerné une partie des 34 portefeuilles ministériels. Donc, on n'a pas parachevé le rapport pour tous les ministères, mais ces rapports ne sont pas encore standardisés, d'une part, et manquent de dimension pluriannuelle. La cinquième action qui a été réalisée, c'est la préparation des projets de loi de finances en double, cela en double en 2022, pour se préparer au passage au budget du programme en 2023. Donc, on va maintenir le budget actuel durant l'exercice 2022 et en même temps, on va mettre en place, à titre d'essai, à titre de test, la nouvelle nomenclature budgétaire pour voir la réussite de ce projet à la veille du passage en 2023 vers la nouvelle nomenclature selon le programme axé sur la performance. Donc, la deuxième partie concernant le diagnostic a été fait sur la mise en place de la LOLF. Il y a des actions qui ne sont pas encore mises en place. Ils ont été déclinés dans une feuille de route et feront l'objet d'une mise en œuvre au cours des exercices 2022 et 2023. Il s'agit principalement, on a cité quelques actions, pas toutes, il y a plusieurs actions. On va citer quelques-unes et on va parachever la présentation du budget programme. Les actions inscrites dans cette feuille de route, c'est le toilettage des comptes d'affectation spéciale. On va associer durant l'exercice 2022 l'essentiel de la documentation prévue par la LOLF. On va lancer aussi en 2022-2023 l'audit des programmes, c'est-à-dire l'évaluation des crédits par rapport aux objectifs, les indicateurs et par rapport à la documentation budgétaire. Le deuxième chantier, c'est l'adaptation des outils, les calendriers de la préparation du projet du budget. On prépare le projet de loi de finances en 2022 en double. On rénove les outils techniques de préparation du budget et on va adapter le calendrier, les étapes de la procédure de préparation à un cadrage impératif des plafonds ministériels en amont. Et le troisième chantier, c'est la préparation de la gestion des crédits en mode de la LOLF. On fixe les règles de nomenclature par action et on forme, parce que le budget par programme, il a été déjà défini, donc on va continuer dans la délimitation du programme en définissant en détail les actions inscrites dans les programmes et les sous-programmes. Et la deuxième action, c'est la formalisation des documents et des processus de mise en disposition des gestions des crédits. Le quatrième chantier, c'est l'adaptation des systèmes d'information budgétaire existants avant même le déploiement d'un nouveau système qui s'appelle le SIGB, le système intégré de gestion budgétaire. Et à la fin, on a cité les textes qui ont été promulgués en application de la loi 1815. Donc, il y a eu beaucoup de textes qui ont été promulgués. Celui qui s'intéresse peut les consulter pour avoir plus de détails sur le nouveau système budgétaire. Je vous remercie. شكرا أستاذ حميد طاطا. أتمنى أن الجميع قد استمع إلى هذه المداخلة القيمة وبدوري سوف أتدخل ثم في عجالة لتوضيح بعض المفاهيم وبعض القضايا التي تخص تنفيذ هذه الطريقة في تسيير الميزانية وإنجازها وتنفيذها وأثرها على قطاع الصحة وبعض أفكار متعلقة بهذا التنفيذ. أولاً قبل كل شيء أود أن أضع الأمور في نصابها وفي سياقها. أنا والأستاذ طاطا لسنا سوى أساتذة ومدرسين في مجال المالية والتدقيق والمراجعة، وبالتالي ليس لدينا سلطة القرار وليس لدينا المعلومات غير المنشورة، فهذا يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار. أقول هذا بناء على تجربة
تجربة المحاضرة التي ألقيناها في نفس الموضوع في ديسمبر سنة 2020. هذا لكي نوجه النقاش إلى المحتوى وليس إلى ما هو منتظر والمعلومات غير المصرح بها. ثانياً، لا يكفي، أود أن أنبه إلى أن تسيير الشأن العام بالقوانين على رأي شخصي وحسب التجربة أن هذه التسييرات بالقوانين والنظم غير كافية. فكثير من القوانين وإصلاحات وأدوات للتسيير تم وضعها، تفكير فيها وإنجازها، تصميمها ووضعها حيز تنفيذ، ولكنها لم تؤتي ثمارها. فلا يمكن أن نعول كثيرا على هذه النظم، فلا يمكن أن نعلق عليها الآمال، كل الآمال. طبعا هي مجرد أدوات من أجل تحسين الأداء، هذا لكي نكون واضحين ودقيقين. هي أدوات لتحسين أداء تسيير الشأن العام، وبالتالي هناك أمور أعمق تتعلق بالثقافة وتتعلق بالثقافة التسييرية وثقافة المجتمع حتى. فلكي أعطي بعض الأمثلة واقعية حول ذلك، منذ التسعينات ويعمل قطاع الصحة على وضع حيز تنفيذ محاسبة للتكاليف ومحاسبة تجارية، ولكن الأمور لم تتطور كثيرا ولم تؤتي الثمار المرجوة، والمشاكل أنتم أعلم بها مني. وأيضا مثلا في القطاع الاقتصادي مثلا تم في سنة 2010 وضع حيز تنفيذ المحاسبة المالية عوض المخطط المحاسبي الوطني، وتم تغيير مفاهيم وأقلمت محاسبة المؤسسات الاقتصادية مع ما هو جاري على مستوى العالم. ولكن نحن الآن بعد 10 سنوات من وضعها حيز تنفيذ هذا النظام المحاسباتي الجديد، نلاحظ أن المشاكل لا تزال تحوم وتعرقل الأداء الفعلي للمؤسسات الاقتصادية. فالمؤسسات الاقتصادية وضعها المالي والاقتصادي تعرفونه أيضا كما يعرفه الجميع، وبالتالي تغيير بالقوانين لا يمكن أن ينجح إذا لم تتغير الثقافة وطريقة تفكيرنا قبل كل شيء وطريقة تنفيذنا لهذه المفاهيم التي تحدث عنها بإسهاب الأستاذ طارق. هذه الفكرة الثانية التي أردت أن أتطرق إليها. ثالثا، أعتقد أن الزملاء خاصة من خلال ما لمسته من خلال مختلف المحاضرات التي ألقيناها في عدة مواضيع تنتابهم الحيرة فيما يخص ما هو آت من تغيير جذري. صحيح، تغيير جذري ليس فقط على مستوى الميزانياتي وليس فقط على المستوى المحاسبي، ولكن أيضا على مستوى تنظيم الإدارة العمومية. فسيكون لدينا مسؤولي برامج على مستوى الإدارات المركزية، برامج مثل برامج تحسين الخدمة العمومية، برنامج مثلا الأمراض غير المتنقلة، برنامج مكافحة أمراض المتنقلة، برنامج مثلا إنذار مبكر ضد أي أزمات صحية وطنية أو عالمية إلى آخره. فتكون هذه البرامج على مستوى مركزي محددة ومسطرة ولديها مسؤولين على مستوى مركزي، والمسؤولين ليس كما هو الحال الآن مسؤول فقط على متابعة تنفيذ البرنامج، لا، مسؤول أيضا لديه ميزانية. فيمكن أن تتغير مثلا عند تغيير المحاسبة العمومية، يمكن أن يصبح لدينا عديد الآمرين بالصرف على مستوى الإدارات المركزية، وبالتالي ستكون العلاقة مباشرة بين
البرنامج وبين الوسائل المالية والبشرية أيضا. فسوف يتغير تنظيم البرامج مثلا داخل المؤسسة بالنسبة لمصلحة الوقاية، فأجورها وكل أدواتها إلى آخره تكون تمويلها يكون يدخل ضمن ميزانية البرنامج المعني. فهناك مثلا سمب الوسائل داخلة في الوقاية في برنامج الوقاية، وبالتالي حتى الأجور داخل المؤسسات وحتى الوسائل سوف تنقسم انقساما ليس على حسب نوع النفقة، وليس حسب النوع الاقتصادي للنفقة، ولكن أيضا حسب نوع البرنامج. بالتالي فهناك تغييرات جذرية. من بين التغييرات الجذرية أيضا ستكون نفس ممكن برنامج مثلا تحسين الخدمة الصحية والعلاقة مع المواطن يمكن أن يكون كبرنامج، وهذا البرنامج يمكن أن يتم تمويله من عدة مصادر. ممكن تكون وزارة الداخلية لديها علاقة ومع هذا البرنامج فتمول ويمول جزء من هذا البرنامج الذي ستسند مهمته إلى المؤسسات الصحية. يمكن أن يكون نفس البرنامج ممول من عدة برامج محلي من عدة برامج مركزية، وبالتالي يمكن أن تأتي ميزانية من وزارة الداخلية، ميزانية من الوزارة الأولى إلى آخره، تصب في ضمن ميزانية المؤسسة العمومية للصحة. إذن هناك كثير من القضايا صدرت مؤخرا منذ المحاضرة السابقة. صدر أساسا المرسوم التنفيذي 2162 في 8 فبراير 2021 يحدد بشكل عام كيف ستكون ميزانيات المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري وذات الطابع التجاري والصناعي أو ذات الطابع التكنولوجي إلى العلمي والتكنولوجي إلى آخره، وأعطى بعض التوضيحات ودققها. مثلا تكون العلاقة تعاقدية بين بين المسؤول على البرنامج على مستوى الوطني على مستوى الوزارة والمؤسسة العمومية للصحة، فتكون علاقات تعاقدية ويكون عقد هو الCAP عقد النشاطات والأداء. إذن هناك مفهوم الأداء، فيكون تعاقد مع مسؤول البرنامج على مستوى الوزارة مع المؤسسة الصحية، بالتالي تكون علاقات تعاقدية. أيضا تكون هناك هذه العلاقة محل تقارير سنوي، تقرير النشاطات والمردودية، وبالتالي نحن نتحدث الآن على المردودية وعلى الأداء إلى آخره. هذه مفاهيم جديدة. هذه التقارير وهذه الطريقة أيضا تشير إلى أنه في حالة عدم إنجاز هذا البرامج يجب أن تكون هناك بنود تعاقدية لتوقع الجزاءات، ماذا سيحدث للمسير وماذا سيحدث للمؤسسة إذا لم تحقق هذا البرنامج المسطر على مستوى الوزارة وبدوره مسطر على مستوى أعلى على مستوى الحكومة. هذا أيضا يتطلب أن تكون هناك بعض الشروط من أجل النجاح في هذه الميزانية، وهي إذا تلاحظون أنها مرتبطة ومعقدة جدا. مثلا مرتبطة بوضعية التكاليف، فأنت لا يمكن أن تحدث ميزانية تقول مثلا تتوقع ميزانية من أجل إصلاح العلاقة مع المرتفق إذا لم تكن لديك محاسبة لتكاليف مضبوطة ومستعملة وليس فقط افتراضية. إذا لم تكن أيضا تعرف الأصول والممتلكات، فمثلا في المستقبل من بين الوثائق التي يجب أن ترفق مع مشروع الميزانية وتقدم لوزارة المالية وضعية الأصول والممتلكات. يعني هنا لكي تضبط يجب أن يكون هناك عمل دقيق، وقد لاحظتم أنه في أثناء وضع حيز تنفيذ المحاسبة التجارية لدى المؤسسات العراقيل والعوائق الكبيرة التي منعت وضع حيز تنفيذ المحاسبة التجارية، وكثير منها متعلق بعدم معرفة
الممتلكات وعدم جردها وعدم ضبطها من ناحية القيمة الحقيقية. بالتالي يجب أن تكون كل مؤسساتنا تعرف ممتلكاتها وتعرف تكاليفها حسب النشاط، ويجب أن تقسم تقسم جميع الأجور ويقسم جميع الموظفين حسب البرامج، وكل الهياكل أيضا حسب البرامج، من أجل أن نتمكن من وضع حيز تنفيذ هذا النظام الجديد. إذن ستكون أيضا هناك ميزانية مزدوجة، فالميزانية تظهر بطريقة كلاسيكية كما هي موجودة الآن، وتظهر بشكل آخر كل هذه النفقات مرتبة بطريقة أخرى حسب البرامج. إذن في هذه الطريقة تقريبا تلزمنا على أن نكون أكثر عمليين وأكثر بين قوسين أكثر جدية في تسيير الشؤون المالية العمومية. السياسة سوف نجبر أيضا الإدارات المركزية على أن تكون لديها سياسات مكتوبة. هذه فائدة كبيرة جدا، سياسات مكتوبة. تعلمون أن كل سياسة عمومية تنقسم إلى عدة برامج، وكل برنامج ينقسم إلى عدة أنشطة، وكل نشاط يقوم به مجموعة من أشخاص معنويين عموميين، وأيضا الخواص. يمكن أيضا تدرج بعض الخدمات العمومية وبعض النشاطات العمومية يمكن أن تكلف بها أشخاص تابعين للقطاع الخاص بمفهوم القانون المدني. إذن أشكركم وأشكر الأخ الأستاذ حميد طاطا على هذه المداخلة، ونفتح المجال للنقاش. شكرا. النقاش إذا كانت الأسئلة تكون مكتوبة أو عن طريق شات أو شفهية نسمعها عن طريق الصوت ونجيب. مشكورين الزملاء، تفضلوا. إذن كل الذين شكرونا نجدد شكرنا لهم وامتناننا لهم ونبادلهم نفس الشعور، ونحن تحت تصرفكم فيما يخص تساؤلاتكم. الدوكيمون شيء ميرسي. تفضلي مدام. وي مشكورة زميلة على السؤال. إذا سمحتوا فيما يخص ستكون الاعتمادات المتعلقة
بالتسيير شبيهة بالاعتمادات الحالية المتعلقة بالتجهيز العمومي، يعني تكون سي بي وآبي. يعني آبي مثلا لدينا مشروع إصلاح، مثلا برنامج إصلاح الهياكل الصحية، تصليح الهياكل الصحية، مثلا تصليح الهياكل يعني البنايات. فيمكن أن يكون هذا المشروع أو برنامج هذا تخصص له ميزانية ثلاثية، بحيث كل سنة لدينا الاعتماد المخصص السنوي، ويمكن في خلال التنفيذ أن تتحول هذا البرنامج أن نضيف له سنة أو سنتين مثلا، ويمكن أن نغير في الاعتمادات، ويمكن أن نزيد أو ننقص إلى آخره. هذا هو معنى برياجستمون يتكلم عليه الأستاذ حمد. تفضلي سؤال ثاني. La même procédure sera suivie, seulement c'est une nouvelle démarche où il y a la programmation triennale. يعني هناك برمجة ثلاثية 3 سنوات، لدينا AP والCP اعتمادات ثلاثية واعتماد سنوي أيضا، وهناك اقتراحات، وهناك مصادقة على مستوى المستوى المحلي، مستوى المؤسسة، عفوا هناك الادوبسيون التصويت، وهناك المصادقة على مستوى المركزي. ولكن كل هذه الميزانيات سوف يتم إنجازها قبل الانطلاق في سنة التنفيذ. يعني في 30 نوفمبر يكون كل شيء جاهز. هذا هو الشيء المسطر في التنظيم الجديد. يعني الميزانية تتم قبل الانطلاق في السنة. الميكروين مش يشعل. نعم تفضل. الصوت فوقني انا لا تسلغ باش عندي باسكو روح انستالي الزوم من دقيقه ما ينستالي الانجينيور ما زود ديكشي ميا خطيت هذا عندي هذا صدق راه الشعر. بالنسبه للرقابه نشكر الزميله عسلون لانها حضرت بطريقه فيزيائيه في المحاضره فيزيكمون على بريزونت. اذا فيما يخص الرقابه هناك مشروع سينطلق عن قريب، هو لرجال سوف تبدأ العمل من أجل تحضير مجلس المحاسبة على المصادقة، تحضيره للمصادقة على حسابات الدولة. فبالتالي تكون الدولة لديها حسابات كما les états financiers، donc تكون حسابات تصدرها الدولة مثل أي مؤسسة اقتصادية. ومحافظ الحسابات للدولة هو مجلس المحاسبة. وبالتالي سوف تنطلق ورشة من أجل تحضير المنتسبين إلى مجلس المحاسبة من أجل القيام بهذا بالفعل. يعني مشروع كبير جدا هو حيز التنفيذ. وشكرا. فيما يخص المراقبة على مستوى المؤسسات، مؤسسات الترصيد، نعم. المؤسسات العمومية بشكل عام. فيما يخص المراقبة في هذا المجال، هل سنبقى على النظام المراقبة؟ المفروض يبقى ولو جزئيا. المفروض يبقى. نعم. المفترض أنه يبقى، فقط تصبح لا يمكن أن تتجاوز، مثلا ممكن أن لا تتجاوز اعتمادات البرنامج المخصص. Non, il y a un projet concernant la modification des règles des dépenses, l'engagement des dépenses engagées. Le contrôle financier sera allégé pour la nouvelle loi. Donc, il y a plusieurs actes qui sont soumis à l'approbation du contrôle financier au préalable. Ne seront plus soumis ce n'est pas tous les actes, surtout les ressources humaines, ne sont pas soumis au contrôle financier. Il sera plus un contrôle a posteriori pour ne pas
faire des obstacles aux gestionnaires. Donc, à la fin, il y aura un contrôle, mais pas au préalable. Et pas tous les actes. Il y a plusieurs actes qui seront plus soumis au مثلا تعديلات داخل الميزانيه تعديلات داخل الميزانيه صار اليجي بزاف صار التعديلات داخل الميزانيه لا تخضع الى داخل نفس البرنامج، داخل اعتمادات نفس البرنامج تخضع لمصادقه مراقب الحساب مراقب المالي وليس وزير الماليه. اذا اردنا ان نغير بين البرامج فيجب هناك تعديل. كان نتكلم على المرسوم يتكلم على ابقاء المراقب المالي، لكن بحيث انه يعوض وزير الماليه اذا كان اردنا ان نجري تغييرات داخل اعتمادات نفس البرنامج. خارج البرنامج يجب تدخل وزير الماليه مثلا، يعني المراقب المالي يبقى ولكن بصلاحيات ايضا اخرى. Donc, il y aura des changements au niveau des actions. Le libre accès, le gestionnaire du programme. On parle plus d'ordonnateur. C'est gestionnaire du programme. Il peut يبدل بين اعتمادات بين les actions. Il peut. Ça entre programme et programme, non. Il faut qu'il y ait une autorisation supérieure. Mais à l'intérieur non, les actions, un programme terreau, entre les actions, il peut. Ce qu'on appelle la liberté du gestionnaire au niveau de la fongibilité des crédits. Fongibilité maintenant, تقدر تحول من اعتماد إلى اعتماد. Mais c'est une fongibilité asymétrique. كما نقولوا les ressources humaines, non. C'est des plafonds. Voilà. C'est ce qu'on appelle la fongibilité asymétrique. C'est-à-dire تقدر تبدل من اعتمادات les actions vers les ressources humaines vers les actions, pas le contraire. Par exemple, les autres actions ما نقدرش. وهذا مذكور ايضا في المرسوم تاع سنه 21. اذا تلاحظوا مثلا انا انتباه الزملاء الى انه النشاط مثلا التنظيمي كان كثيفا في سنه 2020. في سنه 2021 تم تلاقي في هذا المجال. يبدو انه في علاقه مع ازمه الكوفيد، بحيث تاخرت نوعا ما النشاط التنظيمي على الاقل بين سنه 2020 وسنه 2021. Est-ce qu'il y a-t-il des préalables pour passer à l'application réelle? تكلمنا على الامور المسبقه، القضايا المسبقه. اولا يجب ان نعرف ممتلكاتنا بدقه، ويجب ان تكون لدينا وضوح في الرؤيه فيما يخص التكاليف، ويجب تكوين المسيرين، ويجب تغيير ثقافه التسيير. من اجل ان ننجح. هذا اذا اردنا ان ننجح، والا سوف يكون هذا البرنامج مثله مثل باقي البرامج اداه من ادوات تسيير تقنيا مرتفع ذات مستوى وذات جوده عاليه، ويتم تنفيذه بطريقه خاطئه. مثلا لما نتكلم على الادوات التي جاء بها قانون المحاسبه التجاريه الجديد 7/11 اللي هو قانون الSCF، يعني النظام المحاسبي المالي، فلا نلاحظ الجديد على مستوى مؤسساتنا الاقتصاديه 10 سنوات بعد تنفيذه. ليس هناك جديد. المؤسسات تتخبط والتوظيفات غير اقتصاديه والى اخره. يعني اذا كان هذه مجرد ادوات، هذا الذي اردت ان اقوله كاستاذ في هذه الماده. طبعا لست صاحب قرار، ولكن نلاحظ ان الادوات لا تحل مشاكلنا. يجب ان نقتنع بهذه الطريقه في التسيير وننفذها بدقه. والامور التي يجب ان نحضر انفسنا فيها، يجب ان نتعرف على ممتلكاتنا بدقه بالدماغ، ويجب ان نتعرف على التكاليف وكيفية يتم توزيعها. ويجب أن تكون لدينا أيضا إذا كان فتحت المجالات أنا فهمت نعم. Parce que la LOF en réalité c'est qu'une déclinaison d'une architecture générale de l'État. En Allemagne ou là, en Canada ou là, ils sont passés vers la nouvelle gestion publique. C'est un chantier كبير. Faut réorganiser. On parle de, même en France, on parlait, il y avait une direction générale placée auprès du Premier ministre.
pour assurer une certaine intersectorialité entre tous les ministères. Donc, c'est un chantier au niveau de l'État, c'est la réforme de l'État, de l'administration publique. حنا تسمى جبنا ان اوتي كما قال كواش النجاح تاعو بالك يكون شويه توتال ولا نسبي باسكو باش يكون ناجح لازم l'architecture de l'État تتبدل. Il faut qu'il y ait certaines réformes de l'État au niveau national. Il va y avoir une stratégie et une culture générale. Donc, l'articulation d'une nouvelle gestion publique. La déclinaison, la gestion budgétaire, ce n'est qu'un élément de la réforme de l'État, d'une façon générale. C'est un outil, on essaie de l'appliquer, mais le chantier, il est plus grand. Donc, la réussite de cet outil dépend d'autres facteurs qui ne sont pas réunis pour le moment. شكرا. إذا سمحتوا بك نجاوب على الأسئلة اللي طرحوها الزملاء فيما يخص متى يدخل هذا النظام. يدخل حيز تنفيذ سنة 2023 إذا لم يتم تأخيره، لأنه بالنسبة للنظام المحاسبي المالي تم أيضا تأخيره، وإذا كان لم تكن الدولة جاهزة فيما يخص التنفيذ يمكن أن يتم تأخير. يعني هذه الآن في الوضع الحالي المفترض أنه يبدأ التطبيق سنة 2023. هل سيتم تغيير الهيكل الإداري على مستوى المؤسسات؟ الله أعلم، لكن المؤكد أنه على المستوى المركزي سيتغير النظام التنظيم، سيتغير التنظيم على المستوى المركزي. على المستوى المحلي الله تعالى أعلم. يعني هل يمكن أن يكون مثلا مسؤولي برامج على مستوى فروع مسؤولي برامج على مستوى المؤسسة؟ ممكن أن يكون، لكن لحد الآن ليس لدينا معلومات، لكن يمكن أن يكون لأنه الإدارة المركزية سوف يتغير تنظيمها الهيكلي. بالنسبة هل سيكون تعديل ميزانياتي للسنة المالية 2022؟ المشروع لم يصدر بعد. المهم يجب أن يكون تغيير لقانون المحاسبة وتغيير للميزانية الحالية، الشكل الميزانياتي الحالي سوف يتم تغييره ويتم إدراج البرامج داخله. هذا سوف يكون en 2022 il y aura deux budgets en même temps. لا على مستوى المؤسسة على مستوى سنة 2023 من المفترض إذا كان تم التطبيق في 2023 من المفترض أن يكون في سنة 2022 ميزانيتين على مستوى الكلي وعلى مستوى الجزئي. هل تم مراعاة خصوصية المناطق الجنوبية؟ وين مراعاة؟ كان نفس التنظيم نفس قوانين سير البلد ونفس التنظيم. لا أعتقد، فقط إذا كان من ناحية البرامج مثلا يمكن أن يكون برنامج يخص برنامج وطني يخص مثلا تنمية المناطق الجنوبية، هذا ممكن أن يكون، لكن من الناحية القانونية ليس هناك شيء جديد يخص الجنوب يخص الشمال لكن يمكن أن تكون هناك برامج مركزية يتم تمويلها من ميزانية الدولة الجديدة، برنامج تنمية الجنوب أو ليس تنمية الجنوب بشكل عام، تنمية مثلا المؤسسات الصحية في الجنوب إذا كان لوحظت أنها مهترئة، أو تنمية مناطق الشمال أيضا لأنه فيها مستشفياتها مهترئة، وعلى العموم مستشفيات الجنوب الجديدة مثلا. المهم يمكن أن تكون برامج تخص القطاع الصحي في الجنوب مثلا، يمكن أن تكون هكذا حسب الجهات مثلا، ممكن حسب مناطق مثلا التي تتمركز فيها أمراض معينة مثلا يمكن أن تكون برامج تخصها مثلا. هذا وشكرا. دخول حيز تنفيذ في قطاع الصحة، ليس هناك تاريخ لقطاع الصحة أو تاريخ لقطاع آخر، كل القطاعات ستدخل مع بعض في تنفيذ التنظيم الميزانياتي الجديد. إذا فيها أسئلة أخرى أرجو هل يمكن إدراج مشروع طبيب العائلة في التعديل الجديد الذي سيمس قطاع الصحة؟ الله أعلم. أنا تكلمنا في البداية بأننا ستكون هناك برامج اقترحوها للسلطة الوصية، إذا كان هناك برنامج سيتم تمويله. المهم إذا كان إقناع فتكون برامج، لكن برنامج هكذا اسمه طبيب العائلة لا، برنامج يكون أكبر من هذا. مثلا يمكن أن يكون برنامج مثلا نعم تقريب مثلا الصحة من المواطن ويدخل نشاطات، هذه تسمى نشاطات. فإن السياسة تنقسم إلى برامج والبرامج تنقسم إلى نشاطات. يمكن أن يكون هذا نشاط ممكن في إطار مثلا تقريب الصحة من المواطن مثلا،
يعني هذا نحن نتكلم هكذا، ليس لدينا القائمة التي لما تصدر طبعا قائمة سنويا، قائمة البرامج سنويا، ويقترح كما تكلم لكم 118 برنامج مسطر يمكن أن تكون برامج، لكن برنامج يجب أن تفهم بأن البرنامج هو أكبر من النشاط، والسياسة هي أكبر من البرنامج. تفضلوا زملاء، إذا كان في أسئلة كتابية فالصوت أحادي، هذا طبعا يتناقض مع المفهوم الميزانية الجديد. يعني مفهوم الميزانية الجديد هناك مشاركة قاعدية، والآن نحن لازلنا ضمن النظام القديم، نحن نتكلم وأنتم لا تتكلمون. إذا كان انتهت الأسئلة، إذا كان وصلنا إلى نهاية الوقت نحدد، إذا كان ما كانش أسئلة تفضلوا، نحن في الاستماع، إذا كان نحن في القراءة، إذا كان لديكم أسئلة، وإلا سوف نختم. نلتقي في نظركم، هل العودة لنظام القطاع الصحي أفضل من هذا خارج، هذا من السؤال خارج الإطار، يعني تنظيم جديد لقطاع الصحة، الله أعلم هل النظام أحسن ولا لا، ليس لدينا دراسة يعني في هذا المجال. هل من ممكن إدراج الميزانية الأولية هل تكون بالصيغة الجديدة على حسب المفهوم ما هو المنتظر؟ إذا كان الآجال محددة حاليا سنة 2022 تكون فيها ميزانيتين، ميزانية كلاسيكية وميزانية جديدة، على حسب المفهوم، على حسب الآجال محددة الآن إذا حافظنا عليها. لكن على حسب الأثر تاع أزمة كوفيد ممكن جدا أننا نتأخر، ممكن طبعا ماشي أنا، وزارة المالية مع الحكومة والوزارات التي تعمل. طبعا هناك مش حاجه